Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à la protection de notre environnement au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de restauration scolaire. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Est-ce que quel est le lien direct entre la restauration scolaire et l'environnement? C'est sûr qu'il n'est pas évident, mais néanmoins la restauration scolaire à Mayotte, quand elle va se mettre en place, va générer des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu est important. Eh bien, on va voir ça tout de suite et on attaque tout de suite évidemment avec le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, la restauration scolaire qui se met en place est une opportunité pour les enfants, bien sûr, pour disposer de meilleures conditions d'apprentissage. C'est aussi l'occasion de mettre en place une politique publique respectueuse de l'environnement. Pour en parler, on a des invités, bien évidemment, sur ce plateau. Bertrand Vibrèche, un habitué d'APE, qui est directeur de la DAF. On aura également Gilles Albou, le recteur de Mayotte, et puis Julien Thiriat, qui est directeur de la santé publique. Dans cette émission, nous évoquerons les bonnes pratiques, consommation locale, respect des saisons, équilibre alimentaire, justice sociale. Nous parlerons également de pauvreté et d'éducation. Nous ferons un tour d'horizon d'une politique publique importante. Nos enfants sont au cœur de ces décisions. Et puis en fin d'émission, on va retrouver Anne-Constance Onguena qui nous donnera ces quelques chiffres qui doivent marquer notre esprit. Dans le reportage qui suit, nous sommes partis caméra au point dans une des cuisines centrales de l'île et notamment celle du lycée de Cahagny. On va tout vous montrer, de la préparation des repas jusqu'à la consommation, mais on va également vous faire découvrir la distribution des petits déjeuners dans une école concernée par ce programme. Allez, on se met à table avec Pierre Bellucci et Daniel Dunon. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a été présentée en septembre 2018. Au regard de la précarité qui touche le département le plus pauvre de France, Mayotte a été retenue pour mettre en place une action visant à fournir des petits déjeuners à plusieurs centaines d'écoliers. Lors de la rentrée 2019-2020, 644 petits déjeuners quotidiens ont d'abord été délivrés dans 4 écoles. Depuis janvier dernier, 4250 élèves répartis dans 12 établissements du premier degré bénéficient de cette expérimentation qui comprend 2 volets, un objectif social et un objectif éducatif autour de l'équilibre nutritionnel. Les enseignants se sont appropriés le dispositif pour pouvoir le travailler en classe avec les familles, avec les élèves, avec les enfants. Ça signifie que pour les familles pour lesquelles il n'y a qu'un seul repas, c'est d'abord un repas qui permet en effet un certain équilibre et qui permet de tenir une partie de la journée, mais de deux, ça contribue quand même à initier et à envisager avec les familles la nécessité de bien s'alimenter. C'est quand même aussi, comme le disait tout à l'heure le collègue, une éducation au goût, à la découverte d'autres produits. Nous, on est très attachés aussi aux produits locaux, faire découvrir aux enfants de Mayotte les produits de Mayotte. Cette action ne vise pas une généralisation du dispositif sur le territoire, mais plutôt des actions ciblées au regard de populations identifiées. En effet, pour certains enfants de l'île, le seul repas de la journée est celui distribué dans les écoles. Du côté des enseignants impliqués dans cette expérimentation, la mise en place des petits déjeuners a rapidement montré des résultats. Je pense qu'après avoir mangé, après avoir pris un peu de force, ils sont plus concentrés, parce que bien avant qu'on a commencé le dispositif, parce que je suis là depuis l'année dernière, j'ai vu que souvent, au bout d'une heure de cours, les élèves commencent à tomber, commencent à dormir. Et maintenant, je vois qu'ils arrivent quand même à tenir jusqu'à la récré au moins. Donc c'est une bonne chose. La restauration scolaire est un enjeu qui touche l'ensemble de l'éducation nationale. Au lycée professionnel de Cahagny, la cantine permet d'offrir auprès de 2200 élèves de l'établissement des repas sains et équilibrés. Je fais en sorte de mettre un plat local par semaine si le temps nous le permet, car c'est beaucoup de manipulation pour nous. Et aussi, les autres jours de la semaine, je mets des plats français ou autres pour faire découvrir aux élèves de nouveaux goûts. Et tout en respectant l'équilibre alimentaire, en mettant des crudités, fruits, laitages et autres.
Mayotte compte près de 102 000 écoliers, collégiens et lycéens. Le rectorat poursuit l'ambition d'offrir des repas dignes de ce nom à l'ensemble des élèves de l'académie. Au-delà du caractère social de cette ambition, il existe également tout un volet développement des filières locales d'approvisionnement afin d'offrir des produits sains et locaux à la jeunesse de l'île. Une restauration scolaire dans un établissement scolaire, je pense quand même que c'est un plus, une valeur ajoutée par rapport à la collation habituelle que l'on a dans d'autres établissements du second degré où on a juste un petit sandwich avec une compote. Là, tous les personnels de la gestion s'évertuent tous les jours à privilégier les circuits courts, ce qui est quand même responsable, écologiquement responsable. Ça développe l'économie de l'île. Je pense que c'est un plus aussi, plutôt que d'importer des produits qui font de longs trajets en bateau. Voilà, et donc pour fournir à nos élèves des repas de qualité. 6 cuisines centrales vont voir le jour dans les prochaines années à Longoni, Kaweni, Kwale, Malamani, Coconi et Petite-Terre. Un maillage sur l'ensemble de l'île pour fournir des repas chauds dans les collèges et lycées, mais également dans les écoles du premier degré grâce à des conventions avec des opérateurs privés. Un projet ambitieux mais nécessaire, car comme le dit si bien un proverbe français, bien boire et bien manger font bien travailler. Merci beaucoup à Pierre Bellucci, à Daniel Dunon. Ça nous a mis en appétit tout ça. On va dire bonjour à nos invités. Ils sont là. Bertrand Vibrecht, directeur de la DAF. Bertrand, bonjour. Bonjour. On a également à vos côtés Gilles Albou, le recteur de Mayotte. Gilles Albou, bonjour. Bonjour. Et puis Julien Thiriac, qu'on connaît bien également sur ce plateau, le directeur de la santé publique ici à Mayotte. Julien, bonjour. Bonjour. Julien, vous avez le micro, vous allez le garder, si vous êtes d'accord. Un petit moment. On dit souvent que certains enfants ont le ventre vide à l'école. Est-ce que c'est vrai ? En tout cas, de nombreux enseignants le signalent, ça c'est certain. Et les enfants également arrivent souvent en état de déshydratation. En plus d'être affamés, ils ont soif. Une enquête récente, donc on a appelé l'enquête santé des jeunes, a montré qu'il portait donc sur 600 élèves de 11 à 13 ans, a montré qu'effectivement un enfant sur deux ne prenait pas de petit déjeuner le matin, ou très rarement. Ouais. Voilà. On verra tout à l'heure avec Gilles Albou les conséquences du fait qu'un gamin ne prenne pas de petit déjeuner avant d'aller en cours. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'éducation ? Les carences alimentaires, elles concernent combien d'enfants, s'il y en a ? Alors les carences alimentaires, il faut bien distinguer ce qui relève du qualitatif et ce qui relève du quantitatif. Oui. Il y a effectivement des carences, par exemple des carences en vitamines. On sait qu'effectivement ça existe. Par contre, là, on n'a pas de données encore suffisamment précises. On sait qu'on a certaines pathologies, comme le beriberi par exemple, qui montrent bien qu'il y a des carences vitaminiques en vitamine B12. Sur le quantitatif, par contre, on a un peu plus d'éléments, par exemple sur la malnutrition infantile, c'est-à-dire qui touche les 0-6 ans. On sait qu'on a à peu près entre 5 et 10% de ces enfants qui effectivement ont une insuffisance pondérale ou un IMC, un indice de masse corporelle qui est inférieur à 18. Ouais. Et ça fait environ pour Mayotte de 3 000 à 6 000 enfants qui sont concernés donc, sur la tranche d'âge 0-6 ans. C'est énorme. C'est effectivement important. Ouais. C'est effectivement important. Les conséquences sur le développement des enfants et de leur scolarité, ces carences, quelles sont les conséquences sur leur développement ? Eh bien en fait, là aussi il faut distinguer, je dirais, les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. À court terme, bien sûr, ça va être tout de suite un manque de concentration, de la fatigue, oui. Donc nécessairement une mauvaise compréhension de l'enseignement qui est prodigué, et donc bien sûr des pertes de chance en matière scolaire, un risque de décrochage scolaire, et bien sûr ça impacte beaucoup les performances scolaires. Sur le moyen long terme, le risque c'est qu'effectivement il y ait un déséquilibre alimentaire qui se mette en place, et qu'au moment de l'adolescence, eh bien, ces enfants ont plus de risques, notamment vis-à-vis de l'obésité, ont plus de risques effectivement d'avoir du diabète ou du cholestérol. Bien sûr. Gilles Albou, Julien en parlait à l'instant, mais une question toute simple, est-ce que c'est vraiment à l'école de répondre à ce problème de carence ?
Je dirais que c'est à la communauté éducative au sens large, évidemment, d'y répondre. Et donc, à l'école, on doit tout faire pour que, justement, ces enfants qui arrivent, qui n'ont pas pris de petit déjeuner et qui ont faim, soient quand même dans des bonnes conditions pour l'apprentissage. Ouais. Comme l'a dit Julien Thiriat juste avant, un enfant qui arrive le ventre vide, il a des difficultés de concentration. Et donc, derrière, évidemment, c'est tout le processus d'apprentissage qui en pâtit. Alors, est-ce que c'est à nous de le faire ? De toute façon, il faut bien que quelqu'un le fasse, donc on le fait. Oui, tout simplement. Bertrand Vibresch, le directeur de la DAF, sur ce même plateau, il y a quelques temps, vous aviez parlé d'autonomie en matière agricole, notamment sur les filières œufs et des tomates. On en est où ? Alors, sur faire un point quand même. Ouais, sur les filières tomates et œufs, on est sur des productions où une grande partie de la consommation locale est effectivement assurée par de la production locale. C'est-à-dire que sur les œufs, on produit à peu près 20 millions d'œufs par an. Ouais. Et 90% de ce qui est consommé localement, en fait, est produit localement. Hein, les importations viennent essentiellement en période de Ramadan, parce qu'en période de Ramadan, on fait beaucoup de pâtisseries, donc la consommation augmente. Et donc, du coup, là, il faut forcément importer. Après, je dirais que les importations, c'est au cas par cas, en fonction des situations. Voilà. Sur les tomates, donc la production locale, c'est à peu près 600 tonnes. Ça ne fait pas beaucoup, en fait, 600 tonnes. Hein. C'est comme les œufs. C'est-à-dire qu'en gros, on peut dire qu'on est sur des filières où l'approvisionnement est surtout local, mais en même temps, on est dans une situation quelque part qui reste déficitaire, où la consommation locale est faible. Ouais. C'est-à-dire que les œufs, ici, un habitant consomme 70 œufs par an, alors qu'à La Réunion, il en consomme peut-être 120, et en métropole, il en consomme 200. Donc on n'est pas encore sur les standards métropolitains. Ouais. Sur les tomates, c'est pareil, si on fait le calcul, 600 tonnes, on divise par le nombre de... Ça fait 2 kilos par personne et par an. C'est rien. Ouais. Hein, et tout le monde sait qu'il y a des moments où on n'en trouve pas sur le marché. Voilà. Donc on peut à la fois dire que c'est des productions où on est en autoproduction, mais en même temps, on ne produit pas assez, c'est clair. La restauration scolaire, c'est un formidable marché qui s'ouvre pour la production locale. Est-ce que l'agriculture est prête à ce nouveau marché ? Oui, alors il y a des initiatives à la fois individuelles et des initiatives collectives. C'est-à-dire que vous avez déjà des producteurs qui ont commencé à essayer de pénétrer ce marché-là et qui vendent certaines de leurs productions. L'autre jour, on est allé voir un producteur qui est en train de construire sa mûrisserie de bananes pour pouvoir avoir une production de bananes qui permet effectivement de satisfaire la demande, mais alors là on est encore à petite échelle, hein, sur une commune, voilà. Donc on a des initiatives individuelles qui sont en cours de mise en place, et puis on a des réflexions plus collectives, parce qu'après la difficulté c'est que les cantines qui vont se mettre en place, et surtout les cuisines centrales, sont des cuisines centrales qui vont fabriquer un nombre important de repas par jour, et il faut bien imaginer les quantités que cela doit représenter en termes de production. Donc derrière, c'est vraiment une organisation de la production qu'il faut mettre en place, et ça se discute. Mais pour l'instant, les agriculteurs ne sont pas tous dans ce modèle-là. Ouais, c'est clair. Alors, monsieur le recteur, les objectifs des autorités concernant la restauration scolaire, est-ce qu'il y a des consignes qui sont données, préférence à la production locale ? Évidemment, donc on a ça comme politique, on y reviendra peut-être sur le petit déjeuner, puisque évidemment c'est un dispositif qu'on pilote sur l'ensemble des écoles sur lesquelles il est déployé. Et puis un deuxième objectif qui est qualitatif, c'est de passer assez rapidement à une restauration scolaire avec un vrai repas à midi et remplacer la collation. Alors déjà, évidemment, on a beaucoup de familles qui se plaignent et d'enfants qui se plaignent, on va dire, de la qualité gustative des collations. Mais en plus, on va dire en termes... Vous avez vous-même goûté ces sandwichs. Alors, on y a goûté pour montrer que, évidemment, et contrairement
la rumeur qui avait circulé à l'époque, c'était pas, on va dire, l'hygiène qui était en cause pour ces sandwichs, mais évidemment, ils sont, on peut pas dire qu'ils sont délicieux. Et en plus, en termes d'apport énergétique, ils ne représentent pas beaucoup par rapport à ce que on doit apporter à un enfant par jour. Hein. C'est peut-être un huitième de ce qu'il doit recevoir. Et puis, ce n'est pas un repas équilibré, c'est pas un repas qu'on prend assis de manière conviviale, ce n'est pas un repas chaud. Donc notre objectif, évidemment, c'est de faire du qualitatif, de faire des repas équilibrés et évidemment de garder autant que faire se peut une politique d'approvisionnement par des producteurs locaux. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, quand on parle de production, on parle d'économie. La restauration scolaire va représenter un marché alimentaire qui va avoir quel poids sur le plan économique? Est-ce qu'on a réussi à chiffrer tout ça aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, Rectorat, évidemment, on pilote un programme très ambitieux de construction de cuisine centrale. Vous savez qu'on a le projet de construire 6 nouvelles cuisines centrales. Alors après, on verra à qui on délègue les marchés, hein, puisque le rectorat fait beaucoup de choses, il construit des cuisines, il ne va pas non plus se lancer dans la restauration scolaire, même si, comme vous l'avez rappelé, comme c'était montré dans le reportage, dans nos établissements actuellement, nous approvisionnons en plat chaud, puisqu'il y a des cuisines centrales, c'était montré à Cahagny, il y a des établissements qui font eux-mêmes leur production, comme à Sada ou à Bahamana. Donc 6 cuisines centrales et au-delà aussi, tous les projets de construction neuve ou de réhabilitation ont un volet cuisine satellite. Mais rien que sur les cuisines centrales, on peut chiffrer ça à 69 millions d'euros, donc ça a un impact économique. Et derrière, en termes de production, et là toujours en chiffres on va dire généraux, on peut imaginer par an un chiffre d'affaires entre 22 millions d'euros pour le second degré et 32 millions d'euros pour le premier degré, ce que représentera le déploiement d'une restauration de qualité. Ouais. Donc 54 millions d'euros par an, rien que pour la restauration. Et je n'ai pas encore compté tous les travaux de rénovation des cuisines satellites. C'est clair. Julien, depuis tout à l'heure, on parle de ces gamins qui n'ont pas de petit déjeuner ou parfois même pas de repas. C'est peut-être le seul repas de la journée à l'école, mais il y a d'autres gamins qui prennent leur petit déjeuner et qui ont un repas normal. Est-ce que là, on risque pas de pénaliser ces autres gamins? C'est-à-dire qu'ils vont prendre quoi? 2 petits déjeuners dans la journée? 2 repas dans la journée? Alors, il vaut mieux de toute manière toujours mettre en place quand même des mesures un petit peu généralisées, telles que le petit déjeuner à l'école. Voilà. Et puis ensuite, à partir du moment où ce petit déjeuner est instauré et qu'il est connu, les enfants effectivement prendront leur petit déjeuner à l'école. Je crois que ça c'est important. Abondance de biens ne nuit pas. Voilà, c'est ça. Hein, de toute manière, c'est une mesure effectivement qui découle du plan de lutte contre la pauvreté, mais qui est une mesure généralisée. On pourrait aussi envisager, pourquoi pas, alors là de manière plus ciblée, de mettre en place des systèmes d'aide financière notamment pour prendre en charge la PARS, qui est la partie que les parents doivent encore payer pour effectivement ces petits déjeuners. Voilà, ou en tout cas, ou pourquoi pas avoir une augmentation de cette PARS. Voilà. Alors, Gilles Albou le disait tout à l'heure, côté hygiène, ça va, il n'y a pas de problème. Côté gustatif, on doit pouvoir faire des efforts. Est-ce qu'on peut imposer, vous, en tant que directeur de la santé, ou de manière générale l'ARS, imposer des critères de qualité au repas servi, notamment sur le plan gustatif, nutritionnel? Oui, on peut et on doit. On peut et on doit. D'ailleurs, il existe un cadre réglementaire assez strict, assez précis, qui définit, par exemple, le grammage de chaque repas, alors en fonction de l'âge des enfants, donc le poids, effectivement, de chaque catégorie d'aliments, le taux de protéines, de glucides, de lipides, les vitamines. Donc tout ça, ça existe. Il y a bien un cadre. Il y a également des objectifs de limitation de certains types d'aliments, tels que effectivement des produits transformés, ou des produits industriels, ou effectivement les frites surgelées. Voilà, un certain nombre d'éléments. Donc ça, effectivement, ça c'est sur les aspects quantitatifs. Sur les aspects gustatifs, alors ça ne veut pas dire grand-chose, quelque chose qui... Parce qu'en fait, le goût, voilà, il faut que ce soit bon, quand même, un minimum. Il y a autant de goût, je dirais, il y a autant de perception du goût que ce qu'il y a d'individus. L'idée, c'est plutôt d'essayer de diversifier les aliments, de telle sorte que les enfants connaissent
plusieurs types, plusieurs catégories d'aliments, et puis de varier les assaisonnements, utiliser plus souvent les herbes aromatiques, des épices. Voilà, c'est plutôt dans cette idée-là. Et c'est un petit peu aussi l'idée des classes du goût qui se mettent en place dans les écoles aussi, où l'objectif c'est d'éduquer, en fait, faire découvrir et éduquer le goût des enfants. Bertrand Vibrecht, directeur de la DAFLER, les collations scolaires dans les écoles élémentaires sont du ressort des collectivités, ça on le sait. La qualité des collations est souvent critiquée par les parents. Sur les différents plateaux de télévision, on les a vus manifester. À quoi va ressembler la restauration scolaire pour nos jeunes enfants ? Gilles le rappelait tout à l'heure, je dirais qu'il y a un effort collectif pour arriver à une montée en gamme en fait, des repas qui sont servis aux enfants. Donc en fait, on passe progressivement de la collation au repas. Moi, je dirais que le lycée agricole, il sert un peu de laboratoire expérimental sur ce sujet-là. Donc nous, effectivement, au lycée agricole, ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé à servir des petits déjeuners, effectivement, quand les élèves arrivent. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le ventre vide, c'est pas que dans les écoles primaires, c'est aussi les jeunes qui sont obligés de se lever à 4 heures du matin pour prendre le bus et arriver à Coconi à 7 heures du matin pour commencer. Donc, on essaye aussi de voir ce qu'on peut faire sur l'introduction de produits de l'agriculture biologique dans la cantine. Puisque maintenant il y a une partie de la production de fruits et légumes au lycée agricole qui est certifié bio et l'essentiel de ce qui est produit part vers la cantine. Voilà. Et donc je pense que ce processus-là, on essaye de l'expérimenter. On travaille ensemble aussi sur la mise en place donc, de cette partie de préparation des repas. Sur la mise en place donc, des infrastructures qui permettent de mettre en place les repas. Et on va travailler aussi sur tous les process pour essayer de trouver les meilleurs moyens de valoriser la production locale sur les filières où on a déjà des productions qui sont localement relativement importantes, la banane, mais aussi par exemple l'ananas, où on a une production locale qui est relativement importante et où on peut valoriser cette production locale. Voilà. Donc je pense que petit à petit les choses vont se mettre en place, vont se transformer dans un esprit d'amélioration qualitative. Après, il y a une notion de coût, Bertrand. Quand on sait que des produits surgelés coûtent moins cher, des produits découpés ou prédécoupés importés coûtent moins cher, comment on va arriver à imposer la production locale qui, elle, coûte plus cher? Alors, pour moi, ça passe par les exigences en termes de qualité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des exigences qualitatives de base, qui sont des questions de grammage, effectivement, de portions, de respect en fait, des proportions entre protéines, glucides, lipides, etc. Donc ça, c'est un premier niveau d'exigence. Et puis après, la réglementation impose aussi des règles en termes de produits de qualité qui sont mis dans les repas. Et donc ça, il y a un décret qui va être pris prochainement et qui va fixer ces règles pour les départements d'outre-mer. Alors, après, ce qu'il faut, c'est que la production locale soit reconnue comme une production de qualité. C'est-à-dire qu'on ne va pas concurrencer le produit bas de gamme importé du Brésil, etc., des ailes de poulet congelées, etc. Là-dessus, la production locale ne sera jamais concurrentielle. Donc la production locale, il faut la positionner sur des créneaux de qualité, avec des critères de qualité mis en place avec les professionnels de la production. Gilles Albou, combien va coûter un repas ou une collation ou un petit déjeuner ? Là, je peux déjà vous dire combien ça coûte. Ça coûte très peu aux familles. Vous parliez de la part. Alors d'abord, pour préciser les choses, les petits déjeuners, donc on distribue dans quelques écoles, on les distribue gratuitement. Ensuite, il y a certaines communes qui distribuent des petits déjeuners qui font participer les familles. Mais si on parle maintenant des repas, les repas, ils sont, on va dire, entre 1,31 € pour la collation dans le second degré jusqu'à 2,11 € pour le repas complet dans le premier degré. Et ça, c'est la part financée par la famille ou c'est le coût du déjeuner? Ça, c'est la part financée par l'État et à ça s'ajoute entre 20 et 30 centimes par famille. Donc c'est très faible, donc c'est entre 20 et 30 centimes par famille. Et évidemment, il y a des essais dans certains établissements pour apporter des plats de plus grande qualité.
Évidemment, coûter plus cher. Ça coûtera plus cher aux familles, puisque évidemment. les tarifs que je vous ai communiqués, donc la contribution de l'État via la CSSM, donc c'est très faible. Faible. C'est quand même donc entre 1,30 € et 2,11 €. Mais évidemment, si on veut des repas de meilleure qualité, comme Bertrand venait de le mentionner, il faudra évidemment que le poids ne tombe pas uniquement sur les familles, parce qu'on va se retrouver avec une plus faible part de demi-pensionnaires. On est actuellement, pour avoir les ordres de grandeur, à 3/4 environ des élèves qui sont demi-pensionnaires. Alors pour une grande partie via la collation, parce qu'on ne peut pas faire mieux, on tend vers le repas chaud, mais qui restera toujours dans des marges de prix faibles. Si on veut augmenter la qualité, j'étais l'autre jour à Bouigny avec des familles qui demandaient évidemment une restauration plus élaborée. Il faudra voir si les familles peuvent suivre ou s'il faut augmenter la part de l'État. Alors, rapidement, Gilles Albou, l'opération petit déjeuner dans les écoles, qui a déjà démarré dans certaines écoles concernées par ce programme, est-ce qu'on peut déjà rapidement faire une évaluation, faire un compte-rendu, un bilan en quelque sorte ? Oui, donc c'est une opération qui marche très bien. Aujourd'hui, elle concerne près de la moitié des communes. Il y a un investissement de l'État à hauteur de 350 000 € en gros par an. Et puis, comme Julien le disait, derrière, il y a toute une éducation au goût. On fait de ces petits déjeuners un outil pédagogique. Donc les élèves sont familiarisés avec la production locale. On en fait aussi un outil d'apprentissage du français, puisqu'on va parler des fruits, des légumes, de ce qu'on mange. Et puis on les sensibilise là aussi sur le développement durable, sur l'intérêt d'avoir une production locale. Donc on fait de ces petits déjeuners un outil pédagogique. Gilles Albou, merci beaucoup. Merci également à Bertrand Vibrecht. Merci également à Julien Thiriat qui était avec nous. Et puis merci à vous. Anne-Constance, on vous retrouvera prochainement sur le plateau d'APE pour les fameux chiffres qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Ça, c'est nos invités étaient très intéressants. Ce qui ne veut pas dire que vos questions, vos réponses ne sont pas intéressantes. Allez, nous on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un prochain numéro de APE. Agir pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Ciao, à la semaine prochaine.